compte au troisième Laïtse. Lietze, Lietze, voilà. Lietze. Alors c'est le petit dernier en quelque sorte. C'est le moins connu des trois et c'est le plus difficile à dater puisque là aussi ce livre est écrit à différentes époques. Probablement il a commencé à être écrit au IIIe siècle avant notre ère et ensuite il a été complété dans les siècles qui ont suivi jusqu'au IIIe siècle de notre ère. C'est dire que son écriture, sa compilation s'est étalée sur une assez longue période. D'accord. Et il y a d'ailleurs beaucoup de points communs, beaucoup d'histoires qui sont communes et à Zhuangzi et à Liezi. Ce qui est très agréable chez lui, c'est qu'il y a beaucoup de mythologie. D'accord. Contrairement, par exemple, à Lao Tzu, qui est le Lao Tzu est un traité assez austère et assez difficile. Il passe pour le livre de l'Antiquité le plus difficile à comprendre, donc à traduire et donc à lire. Et le Liezi est par contre très plaisant à lire parce qu'il est plein d'histoires merveilleuses, de mythes dont certains remontent à l'Antiquité et se rapportent pour certains d'entre eux à la cosmogonie, à la façon dont le monde a été créé, Bah, a je, été bah, constitué. je trouve le livre de Lao Tse, bah, au contraire, pour moi, c'était limite un traité de poésie, en fait. Je trouvais qu'il était assez. Alors la Hmm, forme est poétique, hein. hmm, On le voit pas, enfin on hmm, le voit forcément moins bien hmm, en français puisqu'il est difficile de respecter une forme poétique, mais hmm, en chinois, chaque phrase est un vers hmm. et la plupart des vers riment. Alors on ne va pas s'amuser en traduisant à essayer de rimer, ça serait Hmm, un peu ridicule, surtout pour un texte qui est malgré tout, qui a une ambition philosophique, hein, hmm. qui n'a pas une ambition esthétique. Mais il y a une valeur esthétique Ah, dans si, ce texte-là. ah, si, Donc si. il faut y être sensible autant qu'il est possible et savoir qu'il a été écrit dans une forme poétique. C'est justement toute la difficulté, on en a parlé un petit peu avant l'enregistrement, toute la difficulté par rapport au taoïsme, en fait, dans le classement de la philosophie, mais il a indéniablement on pourrait l'étudier en lettres modernes, hein, concrètement. Franchement, honnêtement, ça ferait pas tâche, hein. Enfin, vu comment. Alors en lettres, oui, moderne, ça c'est peut-être à discuter parce que les rimes sont basées sur la prononciation du chinois archaïque. Donc ça serait un peu, enfin ça s'étudie évidemment à l'université, mais ça serait un peu compliqué de le mettre dans des mains non averties sans un appareil critique assez conséquent, on va dire. Bah, c'est vrai que c'est toute la difficulté pour la philosophie chinoise, comment l'étudier avec nos outils à nous occidentaux. C'est là, c'est Eh toute la. oui, c'est bien le problème. Alors que c'est vachement riche, hein, c'est concrètement, c'est je crois que la Chine est c'est la plus vieille civilisation du monde, sauf erreur de ma part. Alors, c'est pas la plus vieille, puisque la plus vieille, ce sont les civilisations Oui. mésopotamiennes et Mm, égyptiennes, mm, mais c'est la seule civilisation qui soit demeurée intacte depuis mm, son apparition. C'est-à-dire les textes eux-mêmes, les premiers textes écrits datent des environs de 1500 avant notre ère. Or, l'écriture est restée la même jusqu'à nos jours. La culture chinoise est restée la même. La façon, enfin la langue elle-même, certes, a évolué, mais le principe de structuration de la langue et sa façon mm, de la tracer, sa graphie est quand même unique au monde. mm. Et elle est la seule graphie à être demeurée intacte depuis ses origines jusqu'à nos jours. Ce qui n'est pas le cas de l'écriture égyptienne. Ça fait déjà quelques semaines que les Égyptiens n'écrivent plus avec Les des hiéroglyphes. hiéroglyphes. Oui. Ouais. Mm. Effectivement, c'est déjà qu'on a du mal à intégrer déjà des penseurs arabes dans les cursus philosophiques universitaires. Alors ouais, les difficultés, enfin, peut-être dans 100 ou 200 ans, on pourra les étudier à l'université, mais pour l'instant, c'est vrai que ça me paraît un petit peu compliqué, quoi. Non, non, mais ça se fait. Il y a des filières. On apprend le chinois à l'école des langues orientales. On l'apprend à l'université. Je veux dire vraiment dans le cursus philosophie, en fait. Je pensais énormément à Ah ça. ben, en philosophie, oui, c'est plus compliqué Hum, parce que hum, c'est quand même extrêmement difficile d'étudier une pensée philosophique, qu'elle soit allemande, anglaise, hum, latine, hum, grecque, sans avoir recours aux textes
au texte originel. Donc, pour le chinois, évidemment, ça pose des difficultés considérables. Ne baissons pas les bras, ayons confiance. Un jour peut-être. Ben ouais, c'est parce que effectivement, il y a depuis le temps que cette civilisation existe, et ils ont produit une culture assez des contes. Enfin, je trouve que c'est une culture, encore, la culture chinoise, vraiment la culture extrêmement orientale. Je trouve que par rapport à ce qu'ils ont en magasin culturellement, on a accès à assez peu de choses, mine de rien. Et c'est bon, c'est en train de changer, bien évidemment. Il faut se pencher vraiment sur la chose, etc. En vous invitant, j'espère, susciter quelques curiosités quand même. Mais effectivement, c'est. Oui, mais je crois que vous vous trompez parce qu'il existe de nombreuses traductions. J'y faisais Oui, allusion au oui, début de c'est vrai. notre propos. Mhm, Il existe de très nombreuses traductions dans de très nombreuses collections mhm, où vous pouvez avoir accès à la littérature classique chinoise, mhm, à la littérature de l'Antiquité, à la littérature moderne et contemporaine. mhm. La plupart des grands auteurs chinois du XXe et du XXIe siècle ont été traduits en français, en anglais. Il suffit de rechercher, vous les trouverez, hein. Bah, Donc, alors suscitons l'intérêt parce que c'est effectivement, faut oui. vraiment se pencher dessus. C'est pas comme Harry Potter, le truc va pas venir à vous si vous laissez. Ah ben non, non, ben C'est- évidemment, c'est- le nombre de lecteurs potentiellement intéressés Effectivement, n'est pas comparable. faut Mais lim- en tout cas, les traducteurs dans ces différents domaines que je viens d'évoquer, sans oublier la poésie chinoise est extrêmement bien traduite et abondamment traduite. Donc, si on veut y aller voir, d'ailleurs, je me permets de renvoyer à l'anthologie de la poésie chinoise par, Oui, c'est vrai. paru en Pléiade il n'y a pas si longtemps, sous ma responsabilité, où vous avez quand même, je ne sais plus, 1600 pages de traduction de poésie. Vous avez des poètes de différentes dynasties qui sont traduits, des poètes contemporains qui sont traduits. Non, non, Il y a de quoi faire. il y a de quoi faire. Ne faites pas croire qu'on ne peut pas y accéder. Si on veut y accéder, il y a le matériau pour Oui, cela. si on venait à la volonté, on va y accéder, mais on va dire la chose ne va pas venir d'elle-même. Hein. Faut vraiment, Non, il faut y aller. non. Il faut y aller. Il faut vraiment y Oui, oui, aller. bien sûr, bien sûr. Mais C'est. c'est normal Hum, puisque, encore une fois, je me répète, hum, l'étude de la langue et de la civilisation chinoise ne faisant pas partie hum, du cursus ordinaire des études secondaires en France, enfin en hum, France ni nulle part ailleurs en hum. Europe, il est normal que les gens ne la connaissent pas aisément, qu'ils D'accord. doivent faire un effort pour aller vers elle. Hum. Mais s'ils font cet effort, ils seront récompensés parce que, encore une fois, les textes traduits existent et existent en abondance. D'accord. Et je mettrai tout dans la description. Je vous demanderai une petite sélection de livres, etc., etc., etc. Pour que je le mette dans la description, pour que les curieux aillent, notamment aux éditions de la Pléiade aussi. Je mettrai tout dans la description, bien évidemment. Oui, dans la Pléiade, je ne voudrais pas parler uniquement de mes publications, mais vous avez tous les grands, il y a 5 grands romans chinois qu'on appelle les 5 romans principaux de la Chine ancienne, de la Chine classique plutôt, qui sont traduits, un peu comme vous auriez les Trois Mousquetaires, Hugo, Balzac, etc. Tout ça a été traduit et est accessible. D'accord. Alors, si vous ne voulez pas acheter des livres de la Pléiade, vous avez également des traductions dans des collections qui sont moins dispendieuses, moins commentées. Hum, Évidemment, vous n'avez hum, pas le même appareil critique, hum. mais en tout cas, vous en disposez si vous souhaitez les trouver d'une Je, façon ou d'une autre. je mettrai tout dans la description pour les gens qui ont la curiosité, pour ceux qui nous écoutent. Allez-y, foncez, c'est de la bonne. Exactement, Donc exactement. là, c'est un aspect peut-être, comment dire, il y a un point, je l'ai écrit, mais j'ai du mal à relire ma question, c'est aspect du taoïsme de spéculation et pratique hygiéniste. La catégorisation bibliographique du taoïsme philosophique. Oui, alors Mm, mm, vaste question, puisque ça touche en fait à un problème qui se pose plutôt en Occident qu'en Extrême-Orient. mm, C'est-à-dire qu'il y a eu une époque, à compter du XXe siècle et donc du XXIe, où on a considéré le taoïsme non pas comme une sagesse ou comme une philosophie,
mais comme un moyen pour se maintenir en bonne santé Mhm. et pour avoir du succès dans la vie, voire des promotions Oh là là. professionnelles, Ah, oui, etc. le fameux le Ce qu'on mouvement. appelle le bien-être, hein, toute la philosophie, toute la pensée du bien-être, du soyons heureux, etc. Ce qui n'est pas franchement le but de la manœuvre. Hmm. Donc, il faut faire extrêmement attention à la façon dont l'Occident a perçu cette école de pensée qui n'était pas vraiment concernée par cette problématique moderniste. Elle tient aussi à un fait historique sur lequel il faut peut-être s'arrêter quelques instants. Oui. Le taoïsme, donc, était une philosophie, une sagesse, donc j'emploie un mot ou l'autre, hein, jusqu'au deuxième siècle de notre ère. À partir du deuxième siècle de notre ère, elle est devenue une religion. C'est-à-dire que Lao Tzu a été divinisé, donc on l'a considéré comme un dieu et non pas seulement comme un auteur. C'est un peu comme si on divinisait Platon Hmm. ou Aristote. Mhm. On lui a rendu un culte et on a fondé une religion, c'est-à-dire cela suppose un dogme, cela suppose une organisation ecclésiale, des prêtres, des temples, des propriétés foncières, ainsi de suite, une organisation sociale stricte, des enseignements doctrinaires. Or, s'il y a quelque chose d'opposé au taoïsme philosophique, c'est bien la notion de dogme, de règle, de rite. Tout cela est est parfaitement contraire à la pensée originelle, mais c'est un fait historique. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, le taoïsme, qui a conservé d'ailleurs pour partie son nom, mais qui s'est appelé non pas Tao Tia, c'est-à-dire école du Tao, mais Tao Tiao, c'est-à-dire enseignement sous-entendu doctrinaire Hmm. autour du Tao, s'est constitué donc comme une église. Je déteste employer ce mot qui est Mhm. bien évidemment à connotation chrétienne, mais on n'en a pas tellement d'autres. Mhm. Des églises qui, bien sûr, comme toutes les églises, ont fait scission, Mhm. se sont opposées les unes aux autres, puis se sont divisées en sectes, ont elles-mêmes été influencées par l'introduction du bouddhisme, Mhm. puisque le bouddhisme d'origine indienne, comme on sait, est arrivé en Chine à partir du deuxième siècle de notre ère. Il s'est, pour beaucoup d'adeptes, confondu avec le taoïsme, si bien qu'un certain nombre de saints se sont retrouvés communs au bouddhisme et au taoïsme. Certaines notions du bouddhisme sont rentrées dans le taoïsme, certaines notions du taoïsme sont rentrées dans le bouddhisme. Et à partir de là, s'est constituée une doctrine assez complexe, qui a d'ailleurs mis, un peu comme dans le christianisme, Mhm. quelques siècles à se former, à se dogmatiser. Et en sus des croyances proprement divines, c'est-à-dire relatives à la nature des dieux et des esprits, a ajouté un certain nombre de principes hygiénistes, c'est-à-dire comment obtenir une longue vie, comment devenir immortel, comment échapper aux maladies. Et ce qui devait arriver arriva, à savoir que les prêtres et les théoriciens de l'époque ont inventé des procédés magiques pour échapper aux maladies, pour échapper à la mort, pour devenir invincible sur le champ de bataille, etc. Et donc on constituait donc un ensemble de littérature ésotérique, alors pour le coup, vraiment ésotérique, dans lesquels le but recherché n'était pas la sagesse, mais était de vivre, ou du moins de survivre le plus longtemps possible, soit par des pratiques
hygiéniste qui tournait autour des techniques respiratoires ou des techniques gymniques ou des techniques alimentaires ou de l'absorption de certaines drogues qui facilitaient la longue vie. Et d'ailleurs, ces drogues, très souvent, non seulement ne facilitaient pas la longue vie, mais facilitaient plutôt l'abréviation de la vie. Mhm. Donc, il est resté de tout cela des pratiques qui ont perduré jusqu'à nos jours et qui ont fait de cette doctrine anciennement recherche de Sapiens un ensemble de doctrines qui a totalement divergé par rapport à cette recherche originelle et qui s'est orienté vers ce que vous appelez les pratiques hygiénistes Mhm. et qu'on pourrait appeler simplement les pratiques de longue vie, c'est-à-dire la recherche, la quête d'une vie plus longue que la normale. Mhm. Une espèce de développement personnel avant l'heure, quoi. En quelque sorte, Mhm. oui, avec cet aspect qui n'existait pas évidemment dans ce que recherchent les lecteurs occidentaux du XXe siècle, à savoir comment se développer sur le plan des relations personnelles ou Mhm. des relations professionnelles ou de la promotion sociale, enfin, bon, qui n'est pas tout à fait ce que conseillaient les prêtres de la Chine ancienne. Effectivement. Donc l'émergence, comment dirais-je? Donc vous avez expliqué l'émergence d'une religion taoïste, alors que c'est enfin, comment dirais-je, un non-sens absolu par rapport à ce qui a été dit précédemment. Et Alors, c'est pas tout à fait un non-sens, hmm, c'est une interprétation hmm, biaisée par rapport, hmm, parce que malgré tout, les textes fondateurs dont on a dit un mot, enfin mhm, plus qu'un mot, oui, dont on a parlé tout à l'heure, euh, étaient conservés. hmm, Mais ils étaient conservés non pas comme des livres de philosophie et de sagesse, mais comme des livres dont une certaine forme de lecture et d'interprétation permettait d'accéder à l'immortalité, ou permettait d'éviter d'avoir des maladies, ou permettait d'éviter le malheur, ou d'éviter la sécheresse, ou la pluie, ou de favoriser les bonnes récoltes, et ainsi de suite. C'est un peu comme la lecture de la Bible, si hmm, vous voulez. Si vous, la lisez si vous lisez les versets d'une certaine façon, et si vous les interprétez selon des circonstances qui vous poussent à le faire de telle ou telle façon, vous en tirez tous les enseignements que vous souhaitez. Donc certains, en prenant malgré tout pour fondement les textes de Lao Tzu, y ont vu une façon de vivre beaucoup plus longuement, de beaucoup plus heureux, plus en harmonie, et ainsi de suite. en laissant évidemment pas mal de choses de côté quand même. Oui, tout à fait, tout à fait. Et en particulier, ce qui est aussi important, c'est le rapport au Dieu. Hmm, Autant le rapport je dis Dieu, mais on pourrait dire esprit, hein, puisque oui. le terme Dieu est quand même un terme latin hein, par Mhm, définition. mhm, Pour nous, un rapport au Dieu unique, ce qui n'existe pas en Chine. mhm. Euh, tout le rapport, tout le rapport au Dieu est furieusement absent des textes de l'Antiquité, de la sagesse originelle. Bah, Or, le rapport au Dieu dans la religion taoïste est évidemment au centre des préoccupations. bah, Si vous êtes en bonne relation avec les dieux de votre corps, il faut savoir que le corps taoïste est habité par des centaines de dieux. Donc, si vous savez les honorer, les alimenter correctement, si vous êtes en bonne relation avec les dieux de votre maison, du paysage dans lequel vous vivez, sans compter les dieux de vos ancêtres, les dieux qui habitent la montagne ou la rivière d'à côté, les choses iront d'autant mieux. Si vous faites les sacrifices qui leur conviennent, vous serez un homme, sinon béni des dieux, du moins protégé par eux. Or, évidemment, tout cela naît avec la religion taoïste et n'existait pas auparavant dans la sagesse bah,
initiale. C'est surtout que la philosophie taoïste, à la base, même la philosophie par définition, enfin, en tout cas en Grèce antique, c'est comme ça qu'elle s'est construite. La philosophie dans la Grèce antique, c'était construit, enfin, les présocratiques ont construit la philosophie par rapport en opposition au mythe, au dieu, en fait. C'est bien que Mhm. la philosophie était un début de. Enfin, on essaie d'expliquer le monde rationnellement sans l'aide de l'intervention des dieux. C'est-à-dire que Oui, la, philosoph- alors c'est la philosophie s'opposait par définition au mythe. oui. Alors Mm, c'est pas tout à fait le cas en Chine, mm, puisque nous n'avons pas trace mm, dans la littérature officielle de ce que nous appelons la mythologie. La mythologie n'existe pas en tant que telle mm, dans la classification chinoise. Ça ne veut pas dire que des mythes n'existaient pas, mm. mais ils n'étaient pas reconnus comme tels. Quant D'accord. à la présence des dieux, aussi bien dans le confucianisme que dans le taoïsme et dans la Mm, plupart des autres écoles mm. philosophiques chinoises, ils ne sont pas considérés avec beaucoup d'intérêt. D'accord. C'est-à-dire, Confucius dit par exemple, les dieux, les esprits, moi je ne m'en occupe pas. Voilà. C'est-à-dire, ça n'est pas mon problème. Mon problème, c'est comment organiser le monde, comment avoir une attitude morale, comment faire du bien à autrui ou comment me faire du bien à moi-même. Mais ça n'est pas de m'occuper des dieux. Voilà. Et les taoïstes ont à peu près la même attitude. Mm, C'est pas notre affaire. mm, Les dieux font ce qu'ils font dans leur coin. On ne s'en mêle pas, on ne s'en occupe pas. mm, S'il y a ce qui est permanent dans la religion chinoise, c'est le culte des ancêtres. Ça, c'est intangible. mm. C'est-à-dire, c'est la religion de base de la Chine, c'est ce qu'il y a de plus ancien dans la civilisation chinoise, c'est le culte des ancêtres. Oui, Mais une fois qu'on a rendu hommage aux ancêtres, on ne se préoccupe pas tellement des dieux. d'accord. Alors, la grosse différence avec la religion taoïste, c'est qu'eux s'en préoccupent majoritairement. Oui. C'est-à-dire que le monde ne peut tourner rond que si on rend hommage aux dieux et si on a de bonnes relations avec eux. Malheureusement, effectivement, malheureusement, la région est venue tout pourrir, malheureusement. Et par rapport à l'émergence enfin, des religions taoïstes, pour le coup, enfin, ça a émergé comment? Mhm, mhm. Eh bien, comme je vous le disais, Ouais, c'est-à-dire au deuxième siècle de d'accord. notre ère, il y a un grand penseur qui s'appelait Zhang Daoling, enfin Mm, bon, peu importe, qui a décidé que les grands penseurs fondateurs n'étaient pas seulement des philosophes, mm, que c'était aussi des gens qui méritaient d'accéder au statut divin, mhm. et donc qui a décidé de leur rendre un culte et Et de les après, rendre égaux aux dieux. d'accord, ok. Donc si eux étaient égaux aux dieux, leurs livres étaient sacrés. D'accord. Et un peu comme la Bible ou le Coran, ce Mm, sont devenus des textes intangibles qu'il fallait donc réciter par cœur quand on avait commis un péché, parce que aussi avec la religion arrive le péché. mm, Avant, il n'y avait pas de péché. Avant, dire dans la pensée taoïste originelle, il mm. n'y a pas de notion de faute, encore moins de péché au sens où nous l'entendons. Et le péché arrive avec la religion taoïste. Et donc, quand on a fait une faute, il faut être puni, il faut réciter par cœur les textes sacrés, et vous connaissez la suite. D'accord. Mhm. Ouf, c'est. C'est ainsi que se constitue donc la religion taoïste en tant que telle. Et là aussi, comme je le rappelais tout à l'heure, du moment que vous avez une église, vous avez des scissions. Mm, Et du moment que vous avez des scissions, vous avez des sectes. Et du moment que vous avez des sectes, elles se combattent, elles se qualifient les unes les autres d'hérétiques, mhm, et elles se font la guerre. Elles l'emportent également sur le plan politique et sur le plan économique, mhm, parce que quand vous avez une propriété foncière qui appartient à un monastère. Évidemment, le voisin veut acquérir les terres, donc il lève des soldats pour défendre ses terres, et ainsi de suite. mm, C'est reparti comme chez nous au Moyen Âge, mm. c'est-à-dire que les différentes propriétés et principautés, qu'elles soient religieuses ou pas,
se faisaient la guerre pour des raisons aussi bien théologiques qu'économiques. Très bien. Hmm. Et vous pourrez aussi nous écrire les grandes étapes du taoïsme à l'âge classique, c'est-à-dire de la fin des Han jusqu'à nos jours. Je récite le plan sans aucune forme de pitié. Oui, ça nous entraînerait quand même un peu loin, je Oui. trouve. Donc, on va faire court. Oui. C'est-à-dire que Essayons. ce qui me paraît essentiel, Mm. c'est donc ce passage à la religion Mm. au deuxième siècle de notre ère. Mm. Ensuite, c'est une longue succession de scissions, de révocations, d'accusations d'hérésie, de guerre. Mm. Il y a eu très peu d'empereurs qui se sont rangés du côté du taoïsme. Hein. Mm. Les 24 dynasties chinoises qui se sont succédées ont toutes adopté le confucianisme comme philosophie officielle, comme philosophie d'État. Et donc le taoïsme a toujours été à la fois toléré, et un peu comme maintenant d'ailleurs. Hein, c'est une religion qui n'est pas persécutée, contrairement à la révolution culturelle, mais qui est tolérée et contrôlée. On peut dire que c'est un peu la même chose que ce qui s'est passé tout au long de l'histoire de Chine. C'est-à-dire qu'à l'exception de deux empereurs qui ont non seulement divinisé les fondateurs du taoïsme, ce qui déjà a été fait, mais qui ont également divinisé leurs œuvres. C'est-à-dire qu'ils leur ont donné un titre canonique. Ils sont devenus partie prenante du canon, c'est-à-dire du recueil de textes sacrés qu'il fallait enseigner dans les écoles et à partir desquels il fallait passer les concours du mandarin. Et autrement, s'il faut suivre dynastie par dynastie l'histoire des différentes sectes taoïstes, c'est un peu long et fastidieux et je dois dire assez peu intéressant. Ce qui est important, c'est de savoir que la pratique religieuse taoïste a perduré jusqu'à nos jours, c'est-à-dire jusqu'à la période de la Chine moderne et même de la Chine contemporaine, avec les réserves que j'émettais à l'instant, à savoir que du moment qu'une pratique religieuse ne remet pas en cause le pouvoir politique, quel qu'il soit, elle est tolérée, elle est acceptée. Et bien souvent, d'ailleurs, c'est un peu le génie de la Chine, il y a eu cette forme de syncrétisme où les traits étaient confucianistes à leur bureau, étaient taoïstes quand ils rentraient chez eux pour être sûrs d'avoir une vie familiale harmonieuse. Et puis au moment de mourir, ils devenaient bouddhistes, enfin du moins ils pratiquaient des rituels bouddhistes pour rassurer une survie à leur âme. Ça a été quand même une constante de la civilisation chinoise de faire cohabiter trois doctrines. Les Chinois parlent de trois enseignements, le confucianisme, le taoïsme et le bouddhisme, dans une forme relativement harmonieuse, où à part quelques guerres qui ne sont pas tant des guerres de religion que des guerres politiques et économiques, dont je disais un mot à l'instant, il n'y a pas eu vraiment, comme chez nous, de guerre pour des raisons purement théologiques, comme nous en avons connu à travers les guerres entre catholiques et protestants, ou a fortiori entre chrétiens et musulmans. Je pense aussi que je pense que les enseignements aussi de ces trois grandes traditions que sont le bouddhisme, le confucianisme et le taoïsme rendent la confrontation assez moins... Enfin, c'est, comment dirais-je, j'ai l'impression en fait, de par leur forme en fait, de par comment ces sagesses sont structurées, ça rend la confrontation peut-être d'un point de vue théorique beaucoup moins nécessaire en fait. Je crois que après je pensais à un argument, mais c'est un argument qu'ont beaucoup utilisé les antisémites. C'est-à-dire que à partir du moment où il y a une notion de Dieu unique, que je crois que c'était le dernier empereur romain qui était polythéiste avait fait cette accusation par rapport aux chrétiens, par rapport à la notion du Dieu unique, en disant
enfin, il avait plusieurs arguments, dont les deux que j'avais retenus, c'était ce qui faisait le génie de la civilisation grecque, c'était qu'en fait, que c'était le polythéisme, parce que la multiplicité des dieux entraînait la multiplicité des points de vue. C'était un de Oui, ses arguments. oui. Et il partait aussi du principe qu'un Dieu unique, en fait, que reconnaître que tout est un, que tout est dû au Dieu unique. Et, bon, il n'a pas dit le mot totalitaire d'Hannah Arendt, mais franchement, certains passages me font gravement penser, en fait, pour lui, le Dieu chrétien, la notion même de Dieu unique, ne pouvait être qu'un Dieu de guerre, en fait. Ben, le problème des chrétiens, hein, Mmh, c'est Voltaire qui a bien mmh, mmh, analysé mmh, ça, mmh, c'est que vous ne pouvez pas rendre hommage à Dieu et à César. mmh, Et si César mmh, est Dieu sur terre, mmh. il y a un problème. Oui. C'est ce qui a posé problème aux chrétiens Mmh, et ce qui a aussi, par voie de conséquence, posé problème aux Romains, mmh, c'est qu'ils ne pouvaient pas supporter que les chrétiens considèrent que Dieu était le seul à qui mmh, ils devaient rendre un culte mmh, et donc négligeaient l'empereur de Rome qui, aux yeux des Romains, était mmh, le seul Dieu à être à la fois le maître sur terre mmh, et dans les cieux. mmh. Et Voltaire disait ça assez justement. Il disait en fait c'est la croyance des chrétiens qui a posé problème. C'est pas la croyance des Romains. Mmh. Les Romains étaient prêts à supporter d'autres religions que la leur. D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont fait, Mmh, étant donné l'immensité de leur empire. De toute façon, ils n'avaient pas mmh, le choix. Il fallait bien qu'ils supportent, qu'ils tolèrent les religions des autres. Mais à partir du moment où, pour les chrétiens, vous ne pouvez pas honorer César à l'égard de Dieu, il y avait forcément une confrontation. mmh. Et cette confrontation, elle était nécessairement guerrière. Or, Oui. la Chine a un génie propre qui est Mmh, le génie à la fois du syncrétisme et de mmh, la tolérance. mmh, Elle a de la tolérance parce que avec trois religions, trois types de pratiques religieuses concomitantes, il fallait qu'ils se tolèrent et qu'ils acceptent les uns les autres. mmh, Or, il y avait bien sûr des querelles théologiques, mmh, mais les querelles théologiques, elles concernaient uniquement les clercs, les intellectuels. mmh, Les gens du peuple se fichaient pas mal de savoir quelles étaient les caractéristiques de Bouddha mmh. ou des saints taoïstes, et a fortiori s'il y avait contradiction avec la pratique du confucianisme dans la vie quotidienne. C'est la raison pour laquelle ces trois enseignements ont parfaitement cohabité pendant des millénaires sans problème majeur, et Bah, ce jusqu'à nos jours. bah, c'est surtout en fait dans leur doctrine même, ils pouvaient s'emprunter et s'échanger des trucs les uns les autres en fait. C'est exactement ce qui s'est fait. C'est exactement ce qui s'est fait entre Mmh, le bouddhisme et le taoïsme. oui. Et Mmh, en plus de ça, vous avez un argument massu mmh, par rapport au christianisme, mmh, à l'islam et au judaïsme, c'est que vous n'avez pas de Dieu unique. mmh, Quand vous avez un Dieu unique, il n'y a que lui qui a droit de citer. mmh. Les autres sont nécessairement des mécréants qu'il faut combattre ou exterminer ou convertir à la vraie foi. Or, cette notion de Dieu unique n'a jamais existé en Chine. Bien que, Donc, vous ne pouvez pas avoir un Dieu supérieur à un autre. bien Vous que pour, pouvez en avoir un à la place d'un autre, alors mais il ne l'emporte pas sur les autres. Alors pour le judaïsme, le reproche est autre, on va dire, là où le christianisme, quel qu'il soit, et l'islam ont plutôt cette volonté d'expansion, le judaïsme n'a jamais eu pour vocation d'être... Oui, c'est sûr. Pour être À la juif, différence. pour être juif, il y a une liste de machins à faire, mon Dieu, Ouais, c'est ouais, ouais. fastidieux. Bon, c'est Ouais, justement, ouais. on le reprochait pendant des siècles, oui, effectivement, vous êtes élitistes, vous êtes des salopards, pourquoi vous voulez pas devenir comme nous, en fait. Mhm, mhm. C'est le reproche, enfin, le judaïsme, effectivement, a la notion du Dieu unique, mais c'est un Dieu unique bien, enfin, le judaïsme est contrairement aux deux autres, est un peu Oui, il ne fait pas de particulier, c'est prosélytisme. Il ça ne va, fait pas de prosélytisme. du tout, Et non. il ne vous extermine pas si vous ne vous convertissez pas au judaïsme. Oui, Enfin, sauf exception. Mais bon. non, de toute façon, ils sont tellement peu nombreux par rapport au qu'on en face qu'ils sont pas en position Oui, de faire des trucs. exactement. Ils sont plutôt persécutés que persécuteurs. C'est ça, Mais donc, totalement. ces questions-là n'ont pas existé pour la Mm, Chine, fort mm, heureusement. mm, Du coup, donc, pour les deux raisons que je vous ai indiquées, mm, à savoir d'une part le génie du syncrétisme. mm, Les Chinois ont passé 2 millénaires quasiment à faire la synthèse entre bouddhisme mm, et taoïsme, à tel point que même maintenant, les gens qui pratiquent l'un et l'autre ne distinguent pas mm, clairement les divinités de l'une ou l'autre de ces religions. Et d'autre part, ces croyances ne sont pas incompatibles
avec la pratique de la pensée confucianiste, Mhm. qui, elle, ne se préoccupe pas des dieux et se fiche pas mal de votre pratique religieuse. Vous pouvez honorer tous les dieux que vous voulez, ça n'a strictement aucune importance par rapport à la société, à l'opinion publique en général. Alors, et pour l'aspect l'aspect tolérance de la Chine, je vois déjà les commentaires haineux m'écrire, oui, le PCF, etc., la Chine, ce qui est devenu aujourd'hui. On parle culturellement, hein, historiquement. Oui, 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 Voilà, oui, oui. Moi, je ne parle pas du Parti communiste voilà, actuel, on parle pas de qui la est une Chine. autre question. Moi, je parle uniquement de philosophie et de religion. Voilà, c'est ça, voilà. La politique du PC actuel est Mm. une autre paire de manches, C'est- de la même façon que la politique de Poutine est Oui. autre chose que Mm. l'histoire de l'orthodoxie Mm. dans la Russie médiévale. Mm. Voilà, faut Voilà, pas confondre des choses qui n'ont pas de relation directe. alors, calmez-vous dans les commentaires, s'il vous plaît. C'est qu'on parlait de tolérance de la Chine, on parlait de ça et pas d'autre chose. Hein. Calmez-vous, parce que sur Internet, ça peut partir assez vite. Là, on arrive tout doucement sur la fin, mine de rien. Et effectivement, sur le taoïsme et les pratiques sociales. En fait, tout à l'heure, vous avez dit qu'effectivement, que oui, au travail, on était confucien, plutôt adepte de Confucius. Au seuil de la mort, on était plutôt bouddhiste. Mais dans le quotidien, on était plutôt taoïste. J'avoue que l'explication me laisse un petit peu, me fait un peu sourire. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Alors précisément, ça rejoint ce que j'indiquais tout à l'heure, Mhm, à savoir qu'il n'y a pas d'exclusion mutuelle mhm, de ces types de croyances. C'est-à-dire que on ne vous en voudra pas de vénérer le dieu de la richesse, si vous êtes commerçant par mhm, exemple, pendant la journée, puisque vénérer le dieu de la richesse vous permet d'accroître votre bien-être mhm, matériel. D'ailleurs, quand vous allez dans un restaurant chinois, ce qui vous arrive peut-être de temps à autre, vous observerez, si vous faites un peu attention, que dans un coin ou un autre, vous avez une statuette du dieu de la richesse. mhm. Et par contre, si vous rentrez chez vous le soir et que vos vieux parents sont très malades et qui se demandent ce que leur âme va devenir si jamais ils passaient dans l'autre monde, vous n'hésiterez pas à prier Bouddha parce que vous penserez certainement que les divinités bouddhistes sont les mieux à même d'accompagner leur âme dans l'au-delà. Mhm. Et si vous êtes par contre un employé du ministère, alors là, vous respecterez les principes confucianistes parce que c'est ce genre d'idéologie qui est pratiqué dans ces milieux où le respect des aînés, le respect de la hiérarchie, le respect des rituels et de la morale officielle a tout lieu d'être. Mais ceci, encore une fois, n'entre pas en contradiction avec cela. Ce qui compte, c'est l'efficacité de la pratique, aussi bien de la pratique sociale que de Mhm. la pratique religieuse. Et encore une fois, on en revient toujours à cette notion de tolérance par rapport à cet ensemble de croyances. C'est-à-dire aussi, j'ai pas l'impression qu'ils voient une opposition entre ces trois. Pour eux, c'est comme ça, en fait. C'est C'est comme spontané. ça, C'est comme ça. voilà. Alors, spontané, peut-être pas, Hmm. c'est juste le résultat D'une éducation. d'une éducation, Hmm. voilà, d'une histoire du pays qui fait que si depuis des millénaires on est tolérant les uns avec les autres, il n'y a pas de raison que ça s'arrête du jour au lendemain. Hmm. Si on vous a appris à être intolérant et à croire qu'il faut absolument égorger votre voisin parce qu'il n'a pas la même religion que vous, quelles que soient les circonstances historiques, vous continuerez à penser qu'il faut absolument égorger votre voisin. Oui. Mais si depuis 2000 ans, on vous dit qu'il faut tolérer votre voisin parce qu'il prie telle divinité bouddhiste et qu'il pense que c'est son intérêt, vous allez le laisser déposer sa baguette d'encens et Hmm. vous allez le laisser tranquille. Oui, oui, effectivement. C'est exactement ce qui se passe. Et de toute façon, vu la taille du territoire chinois, à un moment donné, je pense pas que tout imposer, tout uniformiser, je pense pas que ça soit humainement possible. Mais ça n'a jamais été le cas. Hmm. Bah, Ça n'a jamais été le cas. hmm. Les dictatures qui ont les pouvoirs autoritaires qui se sont exercés en Chine, c'est-à-dire depuis la fondation de l'Empire Hmm. au deuxième siècle avant notre ère, jusqu'à l'époque contemporaine Hmm. avec le Parti communiste, ont été des dictatures politiques.
mais ça n'a jamais été des dictatures religieuses. Mm. C'est-à-dire, on n'a jamais obligé quelqu'un à se convertir à une religion. La Chine est le seul pays qui n'ait jamais fait de conquête territoriale pour imposer une religion. Ça serait une aberration, puisque la religion, je me répète, Mm. mais la religion de base de la Chine, c'est le culte des ancêtres. Mm. Vous n'allez pas massacrer les gens du pays voisin pour leur dire vous allez rendre un culte à mes ancêtres. Ça serait totalement insensé. Ce qui ne veut pas dire que les Chinois soient des anges de douceur Oui. ou de... Bon, Bon, quand il s'agit mais de... ce n'est pas la question. quand- Mais sur le plan religieux, il n'y a pas d'impérialisme religieux, tout simplement parce que c'est impensable au sens propre du terme. Bon, en tout cas, au motif de la religion, parce que quand il faut se foutre sur la gueule, bizarrement, tout le monde se trouve plus ou moins d'accord. Il Oui, y a un oui, prétexte. mais à la différence de l'Occident, Mm. où nous avons quand même mis un peu plus de 2500 Oui, ans à nous faire la oh, guerre quand même, c'est vrai. en Europe, où nous avons massacré une grande partie de l'Amérique du Nord et du Sud, Mm. sans parler d'une grande partie de l'Afrique et du Moyen-Orient, les Chinois n'ont jamais mené de conquête coloniale. Jamais. Ben, je crois Donc c'est quand même aussi une petite différence d'attitude par rapport aux peuples étrangers oui. et à leurs croyances. Hein. Je crois que franchement, c'était vraiment, ils avaient vraiment une politique isolationniste pendant toute une période, je crois, si je dis pas de Ah bêtises. ben, exactement, oui. Parce que Il y a que très récemment où la Chine a voulu se tourner vers le monde entier avec les nouvelles routes de la soie de Xi Jinping. Mm. Mais auparavant, les conquêtes territoriales chinoises ont été extrêmement limitées aux confins immédiats du pays. Hein. Bah, Ils c'est-à-dire n'ont déjà, pas été très loin. vu la taille du pays, déjà, je pense qu'ils avaient déjà bien à faire. Oui, mais regardez les Russes. Ils ont très très largement C'est pas faux, c'est de pas quoi faux. poser un Ouais, pied devant l'autre. ouais, mais ils ont que de la glace, Euh, ils ont que de la glace, Amanda. Ils ont que de la Ben oui, neige. mais il faut croire que ça leur suffit pas. Enfin, du Voilà. moins à certains d'entre eux. Bah, Donc, c'est vrai que l'Ukraine, c'était considéré comme le grenier de l'Europe de l'Est aussi, c'est ça. c'était effectivement le grenier. Oui, tout à fait. Ça y est, Enfin, il y a d'autres raisons que le blé qui pousse en Grèce, Puis qui oui, pousse puis en même Ukraine, la, pardon. la légende des Cosaques de Kiev, qui est voilà enfin l'origine du mythe russe, bah ouais, c'est à Kiev, donc c'est en Ukraine aussi, c'est un peu plus Hmm, compliqué. Enfin bref, hmm. tout ça pour dire. Est-ce que vous avez un petit peu le mot je pense qu'on a fait à peu près le tour. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah ben c'est à vous de voir. Le sujet est inépuisable, Oui, c'est. mais on va quand même l'épuiser parce qu'il faut bien que Faut bien ne pas finir. lasser vos auditeurs. Oui, parce que j'essaie de enfin, pour la prochaine, si l'invitation vous retente, je vous promets que ça sera en moins de 5 invitations cette fois-ci, qu'il n'y a pas de report cette fois-ci, parce que mon Dieu, avec vous, c'est vraiment la malchance, ça a été la malchance absolue, quoi, tout du long. Oh là, en tout cas, on enregistre, c'est plutôt pas mal. Et donc peut-être en tout cas, si vous voulez revenir, voilà, pour parler du taoïsme ou du confucianisme sur d'autres détails, c'est quand vous voulez. Enfin voilà, si vous avez des Oui, suggestions. avec plaisir, effectivement, On mais peut d'autres choses que du taoïsme, ou effectivement, même pourquoi pas. d'Oscar Wilde avec faisons des parallèles. Enfin bref, je lance des choses alors que j'ai pu. Alors, c'est compliqué. J'ai Hmm. énormément d'invitations. Mais comment dirais-je, le mot de la fin par rapport à tout ça, qu'est-ce qu'on peut conclure sur tout ça finalement? Alors, conclure, c'est difficile, effectivement, mais je dirais que pour éviter les confusions, Mhm, moi, ce qui me fait un peu mal au cœur, c'est mhm, justement les malentendus et les confusions à propos du taoïsme. mhm, Donc, il faut en revenir au texte. mhm, Lisez les textes fondateurs. mhm, C'est un peu comme lorsqu'on s'intéresse à une pensée qu'on estime majeure dans la construction d'une culture, quelle qu'elle soit, la culture grecque, mhm, latine ou autre, eh bien, il faut en revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire aux auteurs de base qui permettent de comprendre non pas ce qui a été interprété dans les siècles qui ont suivi et à notre époque contemporaine, mais mhm. ce qui a été dit initialement, c'est-à-dire revenir euh, aux textes qui ont été fondateurs, à partir desquels s'est constituée donc la doctrine et telle qu'elle a existé réellement et non dans les fantasmes Mhm. de nos contemporains. Donc revenez au texte et au texte, au texte seul, et si Ok. possible
bien traduit et bien commenté, bien expliqué. Et parce que les textes, enfin le livre de Lao Tse, effectivement, je me souviens, enfin c'est un petit livre, mais il a eu un énorme effet sur moi. C'est pour ça que je me suis dit, mais les premiers vers pour moi étaient brillants. D'ailleurs, je me souviens que des premiers vers. D'ailleurs, même si j'ai lu la suite, mais vraiment ce qui m'a marqué, c'était vraiment les premiers vers. Le cours naît à partir du moment où on désigne le long, etc. C'est très bête dit comme ça, mais je me souviens à l'époque, ça m'avait fait l'effet d'une claque et j'ai trouvé que le texte, la suite de vers et de poèmes Oh oui, était d'une profondeur ça, assez intéressant quand même. ça vous emporte, hein. C'est écrit d'une façon à la fois très ascétique, Mhm. très austère, mais très brillante. Donc effectivement, ça se lit d'une façon passionnante, hein. C'est tout à fait C'est certain. c'est assez, enfin c'est plutôt, c'est pas critique de la raison pure d'Emmanuel Kant où on va t'expliquer le truc. Non, là il y a vraiment toute une dimension esthétique et poétique qui Oh franchement oui, rendent la chose assez déstabilisante, mais rendent la chose très très intéressante aussi en il n'y a fait. aucun verbiage et il n'y a aucun effet. Mm. C'est-à-dire, on ne cherche pas à faire de l'esbrouf, si je puis Mm. dire. C'est vraiment une littérature à la fois élégante et brute de décoffrage, en quelque sorte, qui vous percute Et c'est du Oscar Wilde avant l'heure déjà. c'est c'est- très avant l'heure. Oui. c'est très très avant l'heure. Ouais, Mm. les taoïstes sont morts comme ils ont vécu, au-dessus de leurs moyens, comme dirait. Bon, monsieur Mathieu, je pense qu'on s'est à peu près tout dit. Oui, on peut toujours en dire plus, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Pour 1h30, je trouve que c'est pas trop mal. C'est long sans être long. De toute façon, à chaque fois, je découpe les épisodes dans deux parties. Enfin bref. Mm. C'était Martin Eden et Rémi Mathieu en direct du Wokistan. Bisous à vous.